Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eloquence. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va évoquer une affaire qui fait grand bruit, l'arrêt de la chaîne C8 du groupe Canal+, propriété de l'homme d'affaires Vincent Bolloré. On va également évoquer les millions d'euros d'amende infligées par l'Arcom à la chaîne et à son présentateur phare Cyril Hanouna. On va en parler avec un avocat pénaliste que vous connaissez bien, Randall Schwerdorfer, qui connaît bien les arcanes de ce dossier. On va le retrouver tout de suite, c'est parti. Randall, j'aimerais évoquer avec toi cette affaire qui fait grand bruit en ce moment et j'aimerais qu'on recontextualise un peu ensemble l'arrêt carrément total d'une chaîne de télé. Déjà, c'est une première. Et toi, à chaud comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois le truc? Alors c'est pas à chaud parce que en fait j'en parle dans mon livre de l'arrêt de cette chaîne. Je parle de l'Arcom et je parle de la décision de l'Arcom qui va être rendue à l'époque, mais qui va consister à supprimer purement et simplement une chaîne de télévision que les Français plébiscitent. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que parce que le message ou les messages que véhiculerait cette chaîne ne correspondent pas à certains, et c'est purement politique, on va prendre une décision purement politique de supprimer une chaîne avec les conséquences que ça au niveau sur les salariés, au niveau de la liberté d'expression, parce que c'est ahurissant dans une démocratie d'en arriver là, parce que le message politique serait un message de droite. Et que ce message ne correspond pas, notamment à un certain nombre de députés de gauche ou d'ultra-gauche, qui considèrent qu'une chaîne de télévision privée, pas publique, ne peut pas véhiculer les messages qu'elle souhaite véhiculer. Ben, bien sûr que si. En quoi ça dérange? Donc moi, je la trouve plus que choquante. Je pense que certaines dictatures doivent nous envier l'Arcom, parce que franchement, dans une démocratie, réussir à faire ça, je trouve que c'est quand même assez étonnant. Donc je parle sous ton contrôle, Randall. L'Arcom qui est la fusion d'Adopi et du CSA depuis 2022, et donc l'Arcom qui a infligé des millions d'euros d'amende à C8 et donc à Cyril Hanouna, son présentateur phare, et ils ont décidé, comme une double peine, d'également fermer la chaîne. Jusque-là, on est bon. Et donc le Conseil d'État a rendu apparemment un verdict final qui va donc arrêter la chaîne fin février. Moi, je te l'ai déjà dit, je suis complètement atterré par cette décision, mais au-delà de la décision, je suis atterré par la démarche. Ouais. Parce que y a une liberté avec la télévision. C'est la liberté de regarder ou de ne pas regarder. Absolument. Si t'aimes pas, tu changes. Moi, Cyril Hanouna, je comprends qu'on ne l'aime pas. Moi, je l'aime bien. Il se trouve qu'en plus, je l'aime bien et je le connais, je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai pu discuter, échanger avec lui. Bien sûr. Et c'est quelqu'un d'intéressant, d'intelligent. On a eu des discussions très intéressantes par rapport aux affaires judiciaires. C'est quelqu'un qui s'intéresse, qui connaît ces sujets. Donc, si j'ai envie de le regarder, je le regarde. Ce que je ne comprends pas et ce que je n'accepte pas, c'est que dans une démocratie, on décide de supprimer, doter simplement, purement et simplement, une chaîne de télévision qui ne sera désormais plus accessible, au détriment de la liberté d'expression, c'est tout. Le grand perdant dans cette affaire, au-delà de la chaîne, au-delà des salariés qui vont se retrouver sans emploi, le grand perdant, c'est la liberté d'expression. On est déjà dans une démocratie qui recule. Ouais, c'est clair. On est quand même la seule démocratie au monde où les perdants d'une élection dirigent le pays. Il n'y a pas de difficulté. Et bien maintenant, on est dans une démocratie où des chaînes de télévision qui font le plus d'audimat ferment. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est le pouvoir de la minorité contre la majorité. Mais je ne crois pas que ce soit ça la définition de la démocratie. Cette chaîne donc va fermer et on a à peu près 400-500 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Est-ce que l'Arcom, dans leur prise de décision, pense une seconde à ça ou pas du tout? Qui a pris la décision? Est-ce que ça remonte aussi au-dessus de l'Arcom? Parce que l'Arcom, on le rappelle, c'est juste une autorité administrative. Est-ce qu'elle a été aidée par quelqu'un plus haut que l'Arcom pour prendre cette décision? Je pense que moi, je pense que ça remonte plus haut. Je ne connais pas les arcanes du dossier comme toi, mais pour moi, ça remonte plus haut que l'Arcom. Alors, simplement, ce que je peux en dire, moi, c'est que manifestement, et très clairement, c'est une décision anti-Vincent Bolloré. On est d'accord. Ouais. C'est tout.
Moi, j'aime bien Vincent Bolloré, comme j'aime beaucoup Bernard Arnault. Je ne comprends pas le procès d'intention qu'on fait à Vincent Bolloré. Il a ses idées, il a ses convictions. C'est un homme de conviction. C'est assez rare. Nos politiciens pourraient prendre exemple. Et surtout, c'est quelqu'un qui crée. Absolument. Ce que ne font pas nos politiciens. Ils ne créent pas grand-chose. Donc, je pense que c'est vraiment une décision contre lui, de censure d'un homme qui fait peur, qui inquiète une certaine partie de nos politiciens, et notamment, je pense à la gauche dure, et qu'on veut absolument censurer et faire taire, museler. Et on y arrive. Alors, on y arrive uniquement par le biais de cette chaîne de télévision, peu importe les dégâts qu'on va occasionner, mais c'est ça peu importe le nombre de personnes qui vont se retrouver sans emploi, je pense que c'est totalement indifférent dans la logique de la prise de décision. C'est même pas une variable qu'ils prennent en compte. Le but, c'est faire mal à Vincent Bolloré. Ouais, c'est ça. Donc c'est un procès politique. C'est un pur procès politique. Une décision politique, en tout cas. Aujourd'hui, on est dans le macartisme sur beaucoup de choses. On est dans le macartisme des idées. On est dans le macartisme de MeToo. Il y a des censeurs partout. Et je ne suis pas surpris qu'on en arrive à fermer une chaîne de télévision, là où dans aucune démocratie équilibrée... C'était ma question suivante, exactement. Mais... Enfin, c'est comme si on fermait Fox News aux États-Unis. Qui est très décriée, mais ça reste la liberté d'expression. Heureusement qu'elle est très décriée. Et tout le monde a le droit de décrier C8, et tout le monde a le droit de décrier Cyril Hanouna. Mais si t'aimes pas, tu regardes pas, tout simplement. Pour moi, ça ne devrait même pas avoir lieu. Donc je ne comprends pas. Je le dis dans mon livre. Moi, je suis sidéré. Ouais. Je trouve que on est dans des pratiques qu'on a connues au moment et au temps du macartisme le plus flamboyant des États-Unis, la chasse aux sorcières absolue. Absolument. Et ça, je trouve ça détestable, et je pense que les gens doivent le dire. Parce qu'on est beaucoup à le penser. Mais très peu à le dire. On est très peu à le dire au niveau médiatique, mais on est beaucoup à le penser au niveau médiatique aussi. Oui, mais en off, en général. Alors, les gens le pensent en off. Moi, je connais beaucoup de journalistes qui parfois me disent on t'invite pour que tu dises ce qu'on ne peut pas dire. C'est ça. Moi, je suis avocat. Si on ne m'invite plus, ça va pas me gêner, ça va pas m'empêcher de vivre. Mon métier, c'est pas la télévision et c'est pas les médias. Je vois un manque de courage parce que beaucoup de gens ont peur. Ils ont peur de perdre leur place, ils ont peur d'être blacklistés, Absolument. Ils ont peur de ne plus être invités s'ils disent réellement ce qu'ils pensent. Tout à fait, oui. Et les masques, disons un peu ce qu'on pense. Il y a 30 ans, on le faisait. Pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui ? Ayons un peu moins peur, si on veut, de cette espèce d'omerta et de cette espèce de macartisme ambiant, et on en sortira peut-être un peu. Sortons un peu de la société de la cancel culture. Et je pense que ça a commencé. Alors, dire ce qu'on pense, je suis totalement d'accord, mais c'est pas simple. Dans une société où on confond quand même beaucoup accusé, coupable, présomption d'innocence, de culpabilité, mise en examen. Aujourd'hui, tu as l'impression que quand tu as un gros titre avec un nom, avec accusé d'eux, pour les gens, il est coupable. Et ce tribunal médiatique devient insupportable. C'est une partie de ce que je dis dans ce dernier livre, mais j'en parlais bien avant, ce principe de présomption d'innocence qui est un principe fondamental dans un État démocratique, dans lequel aucun citoyen ne peut être considéré comme un coupable tant qu'il n'a pas été jugé et définitivement condamné par un tribunal. Et un tribunal légalement formé. Pas une commission ridicule comme on a vu avec Judith Godrèche qui accuse les gens alors qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne peuvent pas se défendre et qu'ils n'ont pas d'avocat. Je parle d'un vrai procès. C'est le cas de l'affaire Depardieu. T'en parles dans ton livre. J'en parle dans mon livre. Pourquoi ? Parce que Gérard Depardieu n'a jamais été condamné. Parce que Gérard Depardieu est systématiquement présenté comme un coupable, parce que Gérard Depardieu est systématiquement cancellé lorsqu'il fait des apparitions publiques, au point qu'il en a quitté la France. Il est déjà, lorsqu'on entend les émissions sur lui, systématiquement présenté comme un coupable et affiché comme un coupable. Il ne peut même pas se défendre. Il ne peut plus se défendre. C'est-à-dire qu'en réalité, il est déjà jugé et condamné avant qu'il y ait eu son procès. On peut avoir beaucoup de surprises à un procès. C'est le cas de Jean-Luc Lahaye. C'est exactement le même cas pour Jean-Luc Lahaye, où, en plus, connaissant un petit peu les éléments du dossier, l'accusation est plus que fragile. Mais bon, à partir du moment où un homme public, connu, est accusé, notamment pour des faits à caractère sexuel, c'est mon chapitre qui s'appelle « Au suivant », MeToo au suivant. Exactement.
paraphraser une chanson de Jacques Brel, au suivant. Pourquoi ? Parce que n'importe quel homme aujourd'hui connu est fragile. Parce que n'importe quel homme aujourd'hui connu est en danger. Parce qu'il suffit d'une simple accusation, y compris totalement mensongère, par une femme ou des femmes, concernant une personnalité pour détruire sa carrière. Détruire sa carrière, détruire sa vie sociale, détruire sa vie professionnelle, détruire sa vie personnelle. Et même lorsqu'on est innocenté, c'est terminé. On a le cas d'Harry Habitam. Tu gardes cette casquette, cette case, ouais. Et ça, moi, tous les jours, je vois des gens dans les tribunaux, ça c'est l'effet extrêmement pervers et toxique de MeToo, qui sont condamnés sans aucune preuve pour des faits d'agression sexuelle, pour des faits de viol, sans preuve. Et ça peut arriver à tout le monde, en fait. C'est ça qui est terrible. Les gens ne le comprennent pas. Non. Quand ils font leurs petits commentaires en disant « Oh là là, j'ai vu un témoignage d'une femme à la télé, quel monstre, quel salaud. » Attendez, on va peut-être déjà faire une enquête, on va peut-être faire des investigations, et puis on ne va pas se contenter de croire uniquement une accusation. Parce qu'une parole n'est qu'une accusation. C'est pas quelqu'un qui va porter plainte contre quelqu'un. Une parole est une accusation, et une simple parole n'est jamais une preuve contre quelqu'un. Aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, en France, des hommes sont condamnés, tous les jours, sur de simples paroles, de simples accusations. La phrase qui est terrible, qu'on rencontre dans les tribunaux, les cours d'assises, c'est pour un accusé ou un prévenu, « Monsieur, pourquoi cette femme vous accuserait-elle si c'était pas vrai ?» Ça s'appelle un inversement de la charge de la preuve. Démontrez-nous que vous êtes innocent, monsieur. Oui, je vois. Comment voulez-vous prouver quelque chose qui n'a jamais existé ? Toi, tu n'as rien fait, tu dois te déculpabiliser alors que tu n'es pas coupable. Démontrer que vous n'avez pas agressé sexuellement telle personne. Alors, j'aimerais rester sur l'affaire Depardieu. Il y a eu un reportage, tu sais, sur France 2. Tu as dû voir passer. J'ai vu aussi la polémique qu'il y avait Exactement. sur ce reportage. Et apparemment, il était sur un cheval, il y avait une petite fille, etc. On a vu ensuite que c'était apparemment un montage. Cette affaire, tu l'as suivie un peu ? Parce que je trouve ça incroyable. Je la suis, l'affaire Depardieu, je la suis depuis le départ. J'ai vu cette histoire de reportage, j'ai vu ensuite la polémique qui s'en est suivie. D'un faux montage, apparemment, en post-prod. Etc. Ça m'étonne pas. Parce qu'on peut tout faire contre Gérard Depardieu. On a tous les droits. À partir du moment où on a décidé que cet homme était coupable, décidé qu'il était pré-coupable, l'intelligentsia a décidé que... Et je vois sur les plateaux de télé, les gens n'hésitent pas à agonir d'injures Gérard Depardieu. Traiter de porc aujourd'hui Gérard Depardieu sur un plateau, c'est normal. Ça ne choque personne. Traiter Nicolas Bedos sur un plateau de prédateur sexuel, ça ne choque personne. T'as suivi aussi l'affaire Bedos ? Je suis scandalisé par l'affaire Bedos. Tu peux nous la recontextualiser, l'affaire Bedos ? Non, parce que c'est très récent, là. L'affaire Bedos, les faits sont extrêmement simples. Nicolas Bedos est en boîte de nuit, il est alcoolisé, et puis à l'occasion d'un mouvement dans cette boîte de nuit, il met la main sur la cuisse d'une jeune fille, et puis lui fait un bisou dans le cou. Voilà, c'est ça, l'échange qu'il y a ça, avec cette jeune fille. Ce sont les faits qu'on lui reproche, factuellement, on qualifie d'agression sexuelle. Ma première question, c'est où y a-t-il une agression sexuelle ? On est dans une boîte de nuit, imaginons, et c'est là où il faut quand même raisonner un peu, à l'inverse. Ce que je veux dire, si l'inverse se passe... Nicolas Bedos, mais que ce soit par exemple Shakira qui dans cette boîte de nuit met la main sur la cuisse d'un jeune homme de 25 ans et lui fait un bisou dans le cou. Vous voyez ce jeune homme aller au commissariat de police dire vous vous rendez compte ce que m'a fait Shakira ? Je pense que le policier il va demander l'adresse de la boîte en larmes et il lui dirait vous pouvez pas me donner l'adresse parce que j'allais moi aussi voir si je peux pas avoir un bisou de Shakira. C'est un bisou tout devient une agression sexuelle. On est dans l'excès de tout et dans l'excès des peines. Nicolas Bedos, il a été sacrifié sur l'autel de MeToo. Sacrifié pour faire plaisir à des écoféministes complètement hystériques qui ont un discours qui est plutôt morte qu'avec un homme. Tous les hommes sont des prédateurs sexuels. Mais c'est ça, moi ce qui me dérange, c'est l'essentialisation du truc, tu vois. Et j'ai l'impression que ça va de mal en pis parce que on va opposer de plus en plus les hommes, les femmes. Et c'est fait, Oui, c'est ça, mais c'est de pire en pire. C'est bien réussi, mais c'est de pire en pire. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de slow dans les boîtes de nuit. Puisque si on analyse bien un slow en 1990, c'est aujourd'hui une agression sexuelle. C'est quoi un slow ? Un slow, c'était inviter une jeune femme qui vous plaisait à danser, parce qu'elle avait pu peut-être vous regarder, vous envoyer des signes. Choisir Hotel California, parce que ça durait au moins 5 minutes, ça laissait un peu plus de temps pour la séduire. Passer de ses hanches à ses fesses, et l'embrasser à la fin du slow. Ça sent le vécu, Randall, là. Et peut-être finir je sens cette odeur de vécu, là. Évidemment, c'est du vécu. Bah oui. Alors,
Et qu'est-ce qui se passait? Ça marchait. Ça marchait toujours pour moi, évidemment. Soit ça marchait pas. Et quand ça marchait pas, on appelait ça un râteau. Mais on s'entraînait à prendre des râteaux. On était assez doués. Mais c'est tout. Oui, je vois ça. Et il n'y avait pas de drame. C'était le petit jeu de séduction. Eh bien, aujourd'hui, ce même jeu de séduction devient une agression sexuelle. Si on voit ce qu'a fait Nicolas Bedos, c'est une agression sexuelle, un slow. Il y a un moment, il faut arrêter d'être dans la folie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette casquette médiatique qui va jouer, tu vois, si c'était un mec lambda, peut-être que ça aurait pas du tout... C'est exactement et puis je pense qu'un mec lambda, ça arrive très souvent, ça, tu vois. Mais c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. En fait, cette scène-là, je l'ai déjà vécue, moi, en boîte de nuit. Je l'ai déjà vu, moi. Je l'ai déjà vécu avec des femmes en boîte de nuit. Exactement. Quand j'étais jeune, je sortais en boîte de nuit, j'ai déjà pris des mains aux fesses. J'ai déjà pris un bisou sans le demander. Parce que t'étais extrêmement beau, c'est pas pareil. Toi, t'es hors catégorie. Non, mais il n'y avait pas de débat. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il n'y avait pas de débat. Et on ne se sentait pas agressé. Ouais. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tous les comportements aujourd'hui envers une femme, ne serait-ce qu'ouvrir la porte à une femme, devient équivoque. Quand on voit la pauvre Catherine Deneuve, quand même une femme d'un certain niveau par rapport à celle qu'on entend chez les échos et néo-féministes, c'est le jour et la nuit, qui s'est fait descendre en flammes parce qu'elle a simplement dit qu'elle aimait bien se faire draguer et qu'elle appréciait les hommes galants et qu'elle aimait qu'on lui retire sa chaise. Il y a eu une polémique là-dessus ? Il y a eu une polémique là-dessus, systématiquement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes dont l'ennemi, c'est l'homme. Mais moi, je suis désolé. Les femmes sont pas mieux que les hommes. Elles sont pas plus intelligentes ni moins intelligentes. Elles tuent aussi sûrement que les hommes. Moins souvent, mais aussi, j'en parle dans mon livre, j'ai lu et elles sont beaucoup moins condamnées que les hommes quand elles passent à l'acte, y compris pour des affaires à caractère sexuel. Aujourd'hui, le sexisme, il est inversé. Ce sont les hommes qui sont en danger judiciairement, alors que les femmes bénéficient pour moi d'un traitement de faveur au niveau judiciaire. Très souvent. Il y a une double échelle des peines ? Il y a une double échelle des peines. J'en parle dans mon affaire où j'ai donné le nom de Gontran à cette personne qui s'est fait tirer 3 fois dessus par sa compagne, avec des balles létales, 3 fois. Bon, elle l'a raté. Il a quand même pris une balle dans le dos. Elle a été condamnée à 2 ans. Tentative de meurtre. Mais prenons le même dossier où un homme tire 3 balles sur sa femme, il va pas prendre 2 ans. Ouais, c'est ça. Oui, on est sur 8-10. Ouais, facile. Facile, et ça, c'est le sexisme judiciaire d'aujourd'hui, parce que le wokisme, la cancel culture, l'écoféminisme, t'exècres ça, toi, qu'on trouve dans la société, on va le retrouver dans les tribunaux. On va le retrouver dans les cours d'assises. Alors effectivement, j'exècre ça, parce que c'est une fausse culture. Et aujourd'hui, et c'est une culture de la terreur. C'est une culture de la terreur. Et effectivement, cette culture-là, on va la retrouver aussi dans les palais de justice. Certains magistrats sont et se revendiquent. C'est ce que j'allais dire, parce que la justice, elle est rendue par des hommes et des femmes. Exactement. Donc, des hommes et des femmes qui, dans leur vie privée, peuvent être touchés par cette culture. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un woke, un juge woke ? C'est pas faux. Là, c'est le drame. Ouais. Parce qu'il va rendre des décisions judiciaires au nom, c'est mon titre, au nom d'une certaine morale. Pas vraiment au nom de la loi. Bedos, c'est une décision morale. C'est pas une décision légale. Ouais, on l'a cloué au pilori. Et malheureusement, il s'est désisté de son appel. Mais le drame, il est là. C'est le désistement de son appel. Il y a une condamnation en première instance, il y a une cour d'appel. Mais je pense qu'il a compris qu'il est dans un système dans lequel il n'y a plus de place pour se défendre. Exactement. Il a été tellement agonie d'injures sur des plateaux de télévision, traité de prédateur sexuel. Non mais, ridicule, c'est une honte. Il a été tellement piétiné pour cette histoire ridicule qu'on lui reproche que je pense qu'il a préféré se mettre en retrait et se dire tant pis, c'est pas grave. Je vais faire ma peine. Il a bien fait ? Je reste de côté. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut se battre. Il ne faut pas accepter cette société, ces déviances dans cette société. Je pense qu'il faut se battre et je pense que ça changera. Nicolas Bedos, Gérard Depardieu, etc., etc. Toi, en tant qu'avocat pénaliste, si tu avais à défendre un de ces 2 hommes, ou un autre d'ailleurs, pour un cas similaire, comment tu anglerais la défense ? Et là, on va revenir sur le wokisme, le féminisme, etc., etc. Quel argument, massue, entre guillemets, tu préconiserais
pour pouvoir se sortir de ce genre de Moi, de griffes? ce que je vais rechercher avec mon équipe, je travaille jamais Bien tout sûr, seul, ouais. surtout sur ce genre de dossier, ce qu'on va rechercher, et on fait beaucoup d'équipes hommes-femmes, d'ailleurs, puisque les femmes ont plus de liberté, notamment dans leur façon de poser les questions au cours d'assises. On va rechercher quelles sont les preuves objectives. Oui, les Objectives, faits. Ouais. pas subjectives. Qu'on puisse réellement reprocher, par exemple, à Gérard Depardieu. Et ensuite, on va aussi analyser le comportement de la plaignante. Il n'y a pas de victime pour l'instant avec Gérard Depardieu. Il y a 0 victime. Il n'y a que des plaignantes. Là, on fait aussi une confusion des genres. Le mot, c'est plaignante. C'est pas victime. La victime, c'est une fois qu'une décision judiciaire a consacré. Je m'arrête sur cette dichotomie-là, c'est très intéressant. Tu disais victime et plaignant. Et les gens mettent ça dans le même sac déjà. En fait, il y a un amalgame qui est fait aujourd'hui. Une plaignante est une victime. Et d'ailleurs, quand on entend les journalistes, ça devient synonyme. Et souvent je les reprends en leur disant, mais attendez, c'est pas une victime de Gérard Depardieu, c'est une plaignante. C'est pas du tout la même chose. Une plaignante, ça peut être n'importe qui va porter plainte contre... Une plaignante peut très bien ne jamais être victime. Parce qu'un tribunal peut considérer qu'elle a menti, par exemple. Parce qu'un tribunal peut considérer que les faits ne sont pas constitués. Parce qu'un tribunal peut aussi considérer qu'il n'y a pas de preuves. Donc cette plaignante ne sera jamais victime. Donc, en droit, et on est dans un état de droit, pas dans un état de droit moral, mais un état de droit, il n'y a de victimes que lorsqu'elles sont consacrées par la justice. C'est le problème dans l'affaire de l'abbé Pierre. Dans l'affaire de l'abbé Pierre, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Incroyable cette affaire. Déjà, je ne savais pas qu'on jugeait les morts. C'est que c'est un jugement posthume, là. On juge les morts. Alors c'est pratique. Ils ne peuvent pas se défendre. Parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Donc c'est formidable. Il faudra attendre que... Si Gérard Depardieu meurt, on pourra lui faire son procès. Au moins comme ça, il ne pourra pas se défendre. Il n'aura pas d'avocat. Et tout le monde, dès qu'il affirmera quelque chose, ce sera vrai. Moi, dans l'affaire de l'abbé Pierre, je trouve anormal les enquêtes, les contre-enquêtes, face à un homme qui n'est plus là pour opposer le contradictoire. C'est élémentaire dans un procès. Il n'existe pas de procès équitable sans contradictoire. Or, tout ce qu'on fait en termes de procès à l'abbé Pierre aujourd'hui, il n'y a aucun contradictoire. Et on voit même, parce que les gens sont tellement peu courageux à notre époque, en 3-4 jours, on débaptise le nom de l'association, on enlève toutes les images, les statuts, on réduit la vie de cet homme à néant. Dites, il a quand même fait beaucoup de choses extraordinaires, l'abbé Pierre. On le balance d'un revers de main. Et... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Et ce n'est pas parce que des gens affirment, et ce n'est je pas pense parce qu'on que le des saura gens jamais, accusent que c'est vrai. On le saura jamais. Je n'en sais rien. Ouais. Je ne suis pas, moi, un juge, je ne suis pas un tribunal, je n'ai pas le pouvoir, et je ne suis pas un détecteur de mensonges. Donc c'est pas parce que quelqu'un, y compris 10 femmes ou 15 femmes, vont dire certaines choses que c'est vrai. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que cet homme n'a jamais été condamné, et on le traite comme le pire des criminels. C'est ça notre société. Ça me fait penser à l'affaire aussi Tariq Ramadan, qui a eu je ne sais combien de plaintes, et pour le coup je reviens sur la dichotomie entre plaignant et l'autre, qui a eu beaucoup de plaignantes. Et il a été immédiatement cloué au pilori. Ouais, anormalement cloué au pilori. Donc j'ai l'impression que sur chaque affaire de ce genre-là, c'est tout le temps la même chose. Tout de suite. Affaire Coué. Ouais, exactement. Or, dans l'affaire Coué, on sait très bien qu'il y a de vraies problématiques par rapport aux femmes qui l'accusent. Ouais. Et notamment, aussi en toile de fond, des problèmes d'extorsion, de raquettes, de chantage. Mais Coué n'est plus là. C'est vrai. Mais Ramadan non plus, etc. Depardieu. Tariq Ramadan a été acquitté en Suisse. Mais personne n'en parle, du coup. Il a ensuite été condamné à 1 an en appel. Mais là, c'est là aussi où on rentre dans une conception morale. 1 an pour des faits de viol. Soit les faits sont constitués, la peine est plus lourde. Et il y a une vraie peine lourde. Et il y a une vraie peine. Soit... Pas une peine symbolique comme ça, en appel. On est plus que dans le symbole. Ouais, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Mais parce que tout simplement, on est dans une société qui préférera un mauvais coupable qu'une plaignante pas reconnue comme victime. En fait, on en arrive au point, et ça souvent je le sens, et c'est cet effet pervers de MeToo dont je parle, si on ne croit pas une plaignante, elle a fait quelque chose de grave. Absolument. Elle ne peut pas mentir. Elle ne peut pas mentir. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas possible. On sacralise tout de suite la parole d'un ou une plaignante d'ailleurs, d'un plaignant en général. Et quand on a un acquittement, parfois on a l'impression que l'institution s'effondre. Mon Dieu. On la reconnaît pas comme victime. Si, j'en ai vu des femmes mentir, j'en ai vu des menteuses, j'en ai vu des mythomanes, j'ai tout vu. Oui, avec ton expérience, oui, j'imagine. Des manipulatrices, des pervers narcissiques, c'est pas le monopole masculin non plus, la perversion narcissique, des femmes violentes. J'ai vu tout ça dans les cours d'assises et dans les tribunaux. Moi, c'est pas parce qu'une femme pleure que je vais la croire.
Oui, donc qu'on prenne un peu de recul sur tout ça et qu'on s'intéresse aux faits, comme tu disais. C'est pas parce qu'un homme pleure non plus que je vais le croire. Mais absolument. Et que penserait-on d'ailleurs d'un avocat, ou d'un politicien, ou de n'importe qui dirait lorsqu'un homme dit qu'il est innocent, il faut le croire? Non, ce serait tout aussi ridicule. Idiot. Absolument. Que de dire lorsqu'une femme accuse, il faut la croire. Absolument. Qu'on remette un peu d'objectivité, en fait, et de fait dans qu'on applique la loi. Mais c'est ça, et c'est tout le titre de cet ouvrage-là, justement. La loi. Pas la morale, juste la loi. C'est tout. Mais aujourd'hui, dans les tribunaux, dans les cours d'assises, il y a de la morale. Trop de morale. Trop de morale. Pas la bonne morale, d'ailleurs. Mais là, on arrive à un tel point, tu penses que ça va un peu se calmer, ou est-ce qu'on va encore monter d'un cran dans l'absurdité? Ce qui fait du bien, et c'est vrai que c'est étonnant, et c'était assez inattendu, moi j'ai de l'admiration pour Donald Trump. Je le dis, je m'en cache pas. J'aime le personnage, j'aime son parcours, je suis admiratif de son parcours. En France, on n'aime pas Donald Trump. Pourquoi? Peut-être parce qu'il réussit trop, peut-être parce qu'il est trop hors norme, trop au-dessus de beaucoup, mais on n'aime pas plus Bernard Arnault, qui est un type absolument exceptionnel. Je pense qu'il y a même plus de haine encore sur Bernard Arnault. J'adorerais un président de la République comme Bernard Arnault, ce serait fabuleux. Ouais. Parce que pour en arriver là, il faut quand même une rigueur, une discipline, une volonté, et puis une intelligence totalement hors du commun. Et depuis l'élection de Donald Trump, ça se détend un peu. Lui, c'est vraiment le symbole de l'anti-woke. C'est tout ce que détestent, c'est tout ce que haïssent les échos néo-féministes, par exemple. C'est tout ce que déteste le courant woke. Il a une liberté de parole. C'est l'exact opposé. Il le dit de façon très posée. Moi, je l'ai bien écouté lors de son investiture. Il parle, franchement, extrêmement bien. Très différent du premier mandat, je trouve. Très différent il est très posé. Absolument. Mais je pense qu'effectivement là c'est son dernier mandat. Il a beaucoup évolué aussi dans un sens où je trouve que là vraiment c'est quelqu'un qu'on écoute et qu'on prend plaisir à écouter, avec de vraies idées. Et je pense que ça a un peu détendu les choses. Il dit des choses qui sont aussi très simples. Moi, je suis désolé, je suis d'accord lorsqu'il dit il y a 2 sexes. Il l'a dit ça il n'y a pas longtemps. Mais il a dit il n'y aura que les hommes et les femmes. Mais il a raison. Moi, je n'en connais pas de 3e de sexe. Si, j'en connais un 3e, c'est l'androgynie. Mais c'est médical. Factuellement. Oui. Factuellement, c'est un problème. Moi, je suis aussi favorable au changement de sexe thérapeutique. Thérapeutique, c'est tout. Je suis totalement contre le fait d'autoriser les gens à changer de sexe selon leur bon vouloir, n'importe comment, de n'importe quelle façon, aux frais de la collectivité, ce qui est quand même délirant, pour des raisons parce qu'il y a un superbe sketch de Vincent Eboué, je l'aime beaucoup, sur Fabrice Eboué, pardon. Vincent Bolloré, Fabrice Eboué. Voilà, Fabrice Eboué, sur le changement de sexe, il est fabuleux avec Nicolas. Ouais. À un moment, Nicolas retourne voir le médecin. Attends, j'ai peur de ce que tu vas dire. Attends, je me mets dans mon siège. Il est devenu une fille, Nicolas, et puis il retourne voir le médecin et il dit bonjour docteur, je veux plus être Nicolas, je dois revenir Nicoline. Et le médecin le regarde, il fait oui, mais enfin Nicolas, le problème c'est qu'on vous a coupé les bites. Et Nicolas, il dit oui, mais elle est où ma bite? Elle est dans la poubelle jaune, on l'a jetée. Il met le doigt. Non, mais je vois la métaphore est bien, mais je vois ce que tu veux dire. La métaphore est géniale. Il a raison. On crée une société délirante. Ouais. Et avec des cliniques de changement de sexe très jeunes maintenant. Des adolescents, parce que le propre de l'adolescence, c'est quand même le mal-être. Mais bien sûr. Des adolescents qui, à 14-15 ans, vont imposer leur volonté de changement de sexe, et qui, lorsqu'ils vont finir leur développement mental, psychique, vont se dire « Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est trop tard. » Et puis, on aura détruit ton adolescence parce qu'à un moment, tu aurais eu l'adolescence d'une jeune fille alors que tu étais un garçon et que, in fine, tu te dis « Bah mince, je suis pas du tout une fille. » Et puis, qu'est-ce que je suis, en fait? On marche sur la tête, là, quelque part. Je suis quoi? Je suis qui? Non, mais quelle est mon identité? Donc, je pense qu'il met du bon sens là où on a des gens qui ont perdu complètement la raison et qui veulent dégenrer la société. Mais non, je suis ravi qu'il y ait des hommes et des femmes. Mais non, je ne suis pas une femme. Et je revendique le fait d'être un homme et d'avoir des différences avec les femmes. Voilà.
T'en parles dans ton livre d'ailleurs, mâle, caca, blanc, etc., etc. Et ça devient comme une insulte aujourd'hui, Oui, d'être ça. qu'est-ce que ça m'énerve. Ouais, Oui, comme la réussite devient une insulte, avoir de l'argent devient une insulte, du mépris pour les autres, dans une société où il faut qu'on soit tous tirés vers le bas, c'est la médiocratisation de la société. Le nivellement par le bas. Le nivellement par le bas, et ce nivellement... Ce que je trouve dommage, c'est que moi, j'attendais beaucoup de nivellement par le haut avec Nicolas Sarkozy. Moi, quand Nicolas Sarkozy est élu président, on sortait de 14 ans de François Mitterrand, une souffrance. C'est vrai qu'il a fait 2 septennats. Ouais. Une souffrance. Bernard Arnault s'est taillé d'ailleurs au moment où François Mitterrand était élu. Il a bien fait. Tu te souviens, il avait pris le Concorde, et tu te souviens, genre j'étais dans le Concorde. Mais il était parti à ce moment-là. Je trouve qu'il a bien fait parce que franchement, effectivement... depuis l'avènement de François Mitterrand, la France, année par année, descend de plus en plus. Ouais. On était un pays fabuleux. On était une superpuissance. Je crois qu'on était 5e au moment où François Mitterrand prend les rênes de la France. On est vers le 10e plutôt, je pense. On s'est complètement effondré. Ouais. Notre armée s'est effondrée, notre justice, notre police, l'hôpital. On est en souffrance partout et on est le pays le plus fiscalisé du monde. Il y a un petit problème quand même. Et on veut monter encore la taxe sur les produits français. Nous sommes chefs d'entreprise. N'importe quel chef d'entreprise gérerait son entreprise comme l'État français est géré, on serait en prison. C'est ce que j'allais dire, on serait pas là à se parler. On serait en prison et ce serait normal. Et donc je pense qu'il y a un vrai problème. Voilà. Mais sur ces personnalités, et je pense, pour en revenir au sujet, la personnalité, je pense, de Donald Trump assouplit les données. Assouplit les données, remet les choses à leur place, et les gens qui n'osaient pas, eh bien, recommencent à oser. Oui. Et notamment, avoir un certain discours, et recommencent peut-être aussi à se dire, mais ce discours qui est interdit, parce que si à l'école, en France, un adolescent dit ce qu'a dit Donald Trump, il y a 2 sexes, il va être repris tout de suite. Absolument. Là, c'est quand même le président des États-Unis, c'est quand même un type exceptionnel, et il dit des choses qui sont interdites dans la société d'aujourd'hui. Dans la morale, on en revient à la morale. Dans la morale d'aujourd'hui. On en revient à la morale. Et il les dit bien. Avec intelligence. Très différemment du premier mandat, c'est vrai qu'il a... Donc, qu'est-ce que j'aimerais être américain aujourd'hui? C'est un projet? Malheureusement, non, c'est pas un projet, parce que c'est trop tard pour moi, mais il n'y a pas de rêve français. Il n'y a pas de rêve français. Il y a un rêve américain. Il y a une dynamique américaine qui est fabuleuse. C'est un vrai pays libéral. Nous ne sommes plus un pays libéral. J'espère qu'en France, on va avoir d'autres figures qui vont arriver, parce que nos figures traditionnelles actuellement, l'offre politique est triste, absolument pas euphorisante. On continue un système qui est à bout de souffle. Dont on nous fait croire qu'il est formidable, alors qu'en réalité on se rend tous compte, ceux qui travaillent beaucoup, qu'il se nourrit de l'esclavagisation des gens qui travaillent. Absolument. On a créé un petit État communiste. C'était ma dernière question justement, pour 2027 qui se profile à l'horizon. Comment tu ressens les choses? Tu penses qu'on se dirige vers quoi? 2020, je suis très, très ennuyé. Parce que je n'ai pas de candidat pour 2027. C'est pour ça que je te dis ça, moi non plus. J'ai été bérouiste, moi j'étais encarté au Modem, j'ai été ensuite macroniste, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. Là, je ne sais pas. Franchement, je suis... Là, l'échiquier politique est totalement rebattu, je trouve. Il est rebattu. Je trouve que les extrêmes se ressemblent. Quand je regarde le programme économique du Rassemblement national et de chez LFI, c'est le même. Il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de volonté de libéraliser de nouveau ce pays, de valoriser le travail. En fait, on a peur de créer des inégalités, mais en voulant créer l'égalitarisme, on crée une société pauvre. Absolument. Et de pauvres. Moi, j'aime bien l'inégalité. Pas des chances, pas des droits. L'inégalité de la réussite. Absolument. Moi, je suis pour l'inégalité la plus totale dans la réussite. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Parce qu'il y a des gens qui se donnent les moyens. Il y a une discipline, il y a un travail. Parce qu'il y a une méritocratie. Parce que celui qui se bat à l'école, qui passe les concours, qui réussit les grandes écoles,
bah oui, il a le droit de gagner plus d'argent que quelqu'un qui ne fait rien, qui se laisse vivre et qui effectivement ne peut pas aspirer à une évolution professionnelle importante. Celui qui investit, qu'il ait un retour sur investissement, évidemment, qu'il ait un plus gros retour sur investissement que celui qui n'investit rien, celui qui crée, celui qui développe, qui fait de la richesse. En France, l'ascenseur social est bloqué. Et de plus en plus, j'ai l'impression. Et de plus en plus. Donc, je suis fatigué d'être tiré vers le bas, dans un pays qui devrait être ascensionnel, qui a quand même des atouts absolument, fabuleux, mais c'est ça le problème. Qui est un des pays les plus visités au monde, qui est superbe. Enfin, moi, je vais partout en France. Qu'est-ce que c'est beau, la France. Bon. Est-ce qu'un jour, on aura des hommes politiques ou des femmes politiques à la hauteur de ce pays, qui insuffleront aussi ce qu'insuffle Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, qui libéraliseront enfin ce pays et qui sortiront du socialisme ambiant qui nous tire en bas. Qui gangrène. Qui nous tire en bas. J'attends. Je parlais de Bernard Arnault. On n'écoute pas assez des gens comme ça. Peut-être aura-t-on le retour de Nicolas Sarkozy, malgré cette condamnation que j'ai toujours aussi trouvé très injuste le concernant. C'était peut-être l'homme politique qui avait le plus de capacité à dynamiser. De panache. Et puis je pense qu'il y avait le plus cette possibilité de donner l'étincelle, de faire repartir ce pays dans le bon sens. Très fédérateur dans ses meetings, très... Il est très bon, galvanisateur, très bonnes analyses. Excellent orateur. Ce qu'il a perdu, c'est qu'il a fait de la politicienne, pour être réélu. Absolument. Ce qui a été une grosse erreur. Intéressant de voir si quelqu'un comme Nicolas Sarkozy revenait, je serais capable de m'engager derrière Nicolas Sarkozy. Ok, c'est noté. Et toi, la politique, jamais? Je serais capable de ruiner la France. Hein. Non, jamais, parce que d'abord, c'est pas mon métier. Ouais. D'abord, je n'ai pas... Ça t'a jamais traversé l'esprit? En fait, quand je te parle de Donald Trump, moi, je suis conscient de mes limites. Moi, je suis un avocat, je sais ce que je sais faire. Je suis un chef d'entreprise d'une TPE, pas plus. Et donc, je n'ai pas la dimension. Et je pense que c'est le problème. Quand on voit François Hollande, il n'a aucune dimension. Je te confirme. Il est, pour moi, en 2D, là où Donald Trump est en 4D. Bon, donc il y a un monde d'écart. La France avait tout à perdre avec François Hollande. D'ailleurs, elle a perdu beaucoup. L'Amérique a tout à gagner avec Donald Trump. Mais la France aurait tout à gagner avec un Donald Trump. Peut-être que quelqu'un émergera, on ne sait pas. Peut-être que quelqu'un émergera. Peut-être aussi que... Après, est-ce qu'on est capable, par exemple, pour des gens du niveau de M. Arnault, est-ce qu'on est capable, est-ce que les Français sont capables de voter pour des gens comme ça, qui tirent vers le haut au lieu de tirer vers le bas? Je ne sais pas. Donc 2027, c'est une grande inconnue. Ça risque d'être très compliqué. Moi, je te propose qu'on se retrouve après l'élection. On aura beaucoup de choses à se dire, je pense. Je pense que ça va être intéressant. En tout cas, il va y avoir une campagne présidentielle sans précédent. Ça va être incroyable. Voilà. Randall, merci beaucoup. Merci, Issam. J'espère à très bientôt. Merci à toi et ton équipe. Et puis, effectivement, j'espère... On se reverra juste après les présidentielles de 2027. Avec grand plaisir. J'ai hâte d'y être. Je pense que ça va être une campagne incroyable. Ça va l'être. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle interview. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.